maintenant, on va commencer un truc un peu sérieux. Hein. On va peu faire des mathématiques parce que sinon, hein, le Jean-François va me dire oui, mais tu dois être un peu sérieux quand même, Vincent, raconte des trucs un peu sérieux. Donc, on va écrire. Tu vois, là, j'ai écrit un problème aux conditions limites. Il s'agit de trouver la fonction u appartenant à un espace que je vais appeler grand U de S. On définira ça plus tard, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Tel que la divergence du gradient, donc le Laplacien de U, plus une fonction f à terme source donné vaut 0 sur un domaine oméga. Alors ici, on va tout de suite dire des petites choses. Oméga, c'est un ouvert. Ok. Et on impose que la valeur de U vaut 0 sur la frontière de ce domaine oméga. Donc ça, c'est la frontière de oméga. Alors, c'est un beau problème aux conditions aux limites. Typiquement, une équation aux dérivées partielles elliptiques. Le truc que les éléments finis adorent. Et donc, on va faire des choses. Alors, tu as ce problème-là, tu te dis, c'est bien. Eh bien, on va un peu le transformer pour rire, faire un peu des mathématiques. Alors, pour faire des trucs un peu rigolos comme ça, on va introduire des petites notations rigolotes. Pilou, tu vas voir. Ah ouais, parce que c'est quand même pas un cours hyper facile, hein. C'est quand même, on est hein, à la fin de votre bac, hein. C'est un cours art, hein. Il faut convaincre que c'est difficile. Donc, on va définir la notation suivante. On va dire que quand on prend deux fonctions f et g et qu'on fait crochet-crochet de ces fonctions, ça définit, c'est une définition, c'est faire l'intégrale sur oméga de f de g d oméga. Bon, on va supposer que cette intégrale existe et qu'elle est finie, et donc f et g sont des fonctions acceptables pour trouver ça. Mais vous allez voir, ça c'est un petit problème qu'on va régler un peu plus tard. On va commencer à supposer ça froid. On va définir double crochet de f et de g, toujours deux fonctions quelconques, et ça c'est faire l'intégrale sur la frontière de f et g ds. Ok. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va écrire des trucs mathématiques pour un peu rigoler comme ça. D'accord? On peut faire ça. Donc on va reprendre notre terme qui était dans notre équation et on va écrire ici diff de grade de U. Et cette opération-là, on va le multiplier par une fonction U chapeau. Voilà. OK. Et on va intégrer ces deux trucs, pirlo, sur oméga. Et donc, on va faire crochet, crochet. Bon, on va introduire un espace rigolo pour s'amuser. On va introduire l'espace U de rond. Et ça, c'est l'espace de fonction U de x appartenant à un truc adéquat. On en parlera plus tard. Mais surtout, ce qui est important, c'est les fonctions telles que U de x est égal à 0 sur d oméga. Pilou, tu t'en fais pas, de temps en temps, la tablette, elle fait n'importe quoi, it's normal, c'est parce que j'ai poussé sur le bouton qu'il fallait pas pousser. Voilà, ok, t'as fait ça. Alors, ce que je suppose, c'est que la fonction U chapeau, pirlo, ici, appartient à grand U, et cette fonction-là appartient également à U de rond. Ok. Alors, ce que tu regardes, je vais utiliser le truc numéro 1 de ce cours. Oui, parce que ce cours, il est basé sur quelques trucs. Le truc numéro 1 de ce cours, c'est de dire que quand tu dérives un produit, tu as f'g plus fg'. Ce truc-là permet d'écrire que l'intégrale de u chapeau diff de grade de u, c'est en fait fondamentalement ceci. Regarde, concentre-toi Vincent, c'est la dérivée de
U chapeau grade de U. Et donc, tu vois, là, je dérive le produit de U chapeau fois grade de U. Et donc, un des termes, c'est la dérivée, la divergence de grade de U, et de l'autre. Et donc, en fonction du truc numéro 1, donc ça, c'est type numéro 1. Voilà, voilà, voilà. Je peux écrire ceci. Et donc, là, c'est moins. Et maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu dérives, tu as dérivé le deuxième terme, tu dérives le premier terme. Et donc, ici, je mets gratte de U chapeau, dot, gratte de U. OK? Alors, tu vas utiliser le truc numéro 2, le truc dit du théorème de la divergence, ou le théorème, tu te souviens, d'Ostrogatsky. Ouais. Donc, on va maintenant utiliser le truc numéro 2. Le truc numéro 2, il est ici. Type numéro 2, on sait que par le théorème de la divergence, que la divergence d'un champ A est égale à l'intégrale sur la frontière de n dot A. Ça, c'est le truc numéro 2. Oh là là. Et en utilisant le truc numéro 2, je peux transformer ce terme-là en quoi? Pilou, 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 pilou. Ben, évidemment, en parallèle, l'intégrale sur la frontière de n, la normale. Ouais, ça c'est la normale sortante de oméga. Dot, grade de U, fois U chapeau sur la frontière. Or, j'ai dit que U chapeau appartenait à grand Huron et que toutes les fonctions là, donc ce truc là, est égal à 0, car, hein, on va dire ça, c'est le truc numéro 3, type numéro 3, c'est que nous avons par, by, c'est pas joli ça, tu te concentres Vincent, sinon c'est pas bien, par définition de U de ronde de ce truc-là. Ok? Et si on a cette expression-là, on va pouvoir transformer notre formulation forte en une formulation faible. Regarde, on va un tout petit peu généraliser le propos que je viens de faire étape par étape avec toi en le généralisant à un fifre là. Regarde bien. J'avais un problème typique elliptique, a boundary value, a typical elliptic boundary value problem. Je divise la frontière de oméga en deux parties. Une partie où j'impose la dérivée normale et une partie où j'impose la valeur de la fonction. Tu vois? Là, j'ai mis un petit a. Typiquement, c'est un problème de la chaleur. U, c'est la température. A, la conductibilité thermique. G, le flux de chaleur imposé sur une partie de la frontière. T, la température imposée sur une autre partie de la frontière. Et pour que le problème soit bien posé, vous avez vu ça dans vos cours précédents
Tu te souviens le cours de maths 3? Si. Pour que le problème soit bien posé, il faut imposer la température ou le flux de chaleur sur l'ensemble de la frontière. C'est bien ce que j'ai indiqué sur le petit schéma en deux. Et donc là, sans perte de généraliser, j'ai dit qu'il y avait une partie gamma D où il y avait Dirichlet, une partie gamma N qui était une partie où on imposait le flux de chaleur. Ces deux trucs, je les indique comme deux petits, comme si j'avais coupé la frontière en deux morceaux comme ça, mais ça peut être des petits morceaux différents, hein, c'est symbolique ça, ok? Mais c'est ce qu'on appelle les conditions naturelles et les conditions essentielles. On va tout de suite voir pourquoi on appelle ça les conditions naturelles et les conditions essentielles. Pilou, tu te concentres, mon gamin. Alors, on a fait des petites notations. Ouais, je vais un peu généraliser les petites notations. Tu vois, maintenant, les doubles crochets, je les coupe aussi pour la partie neumannienne et pour la partie Dirichlet. Pilou, c'est comme ça, fils, ok. J'ai fait aussi une petite généralisation pour mon espace U et mon espace U chapeau. Tu vois que maintenant j'ai un espace U où j'impose que les conditions essentielles, les conditions Dirichlet sont satisfaites par la fonction. Et U chapeau, c'est quasi la même chose. J'impose maintenant là que les conditions, la fonction doit valoir 0. On appelle ça des espaces de fonctions tous les deux, grand U et grand U chapeau. L'un, c'est pour les fonctions dites solutions, c'est l'espace qui contient des fonctions en solution, et U chapeau, c'est ce qu'on appelle l'espace des fonctions test. Ok? Et maintenant, on va remontrer ce que j'ai fait juste avant sur un petit transparent récapitulatif. Tu vois, j'ai pris l'expression qui venait dans mon terme ici. Voilà. Je l'ai multiplié par une fonction test comme ceci. L'une appartient à l'espace U chapeau, l'autre appartient à l'espace grand U. Tu vois bien que quand je fais l'intégrale de ce produit de U chapeau fois le Laplacien de U, le résultat qui est ici, pirlou, hein, ce résultat-là, voilà, celui-là, c'est un nombre réel. J'utilise mon truc numéro 1 qui dit que la dérivée d'un produit, c'est on dérive d'abord la deuxième fonction qu'on multiplie par la première, puis on prend la première qu'on dérive, qu'on multiplie par la seconde. Piece of cake, tu follow me? Et donc, tu vois bien que le terme central, ce terme-ci, hein, on va le mettre celui-là, ce terme-là, c'est une dérivée d'un produit de U chapeau fois grade de U. Et ce qui est à gauche, c'est U qui n'a pas été dérivé, plus la divergence de l'autre fonction. Donc, pour utiliser le truc numéro 1, ben, je dois avoir le terme qui manque. Et le terme qui manque, c'est dériver la première fonction U chapeau multiplié par la deuxième dérivée. Tu me suis? Alors tu notes bien que comme je veux avoir un nombre, il faut mettre un point entre les deux gradients. Donc l'intégrale de U chapeau fois le Laplacien de U, deux fonctions scalaires, j'ai la divergence de U fois le gradient, une fonction scalaire, et le troisième terme, gradient de U chapeau, un vecteur, produit scalaire, par le gradient de U. Vous voyez bien, les points sont choisis intelligemment. Après, j'applique le truc numéro 2, le théorème de la divergence. Tu te souviens? Le théorème, tu le dis avec moi, d'Ostrogradski. Et tu te penses à Ostrogradski, ça doit être vachement sérieux. Et donc, je remplace l'intégrale de la divergence
par P, un terme frontière. Tu te souviens en mécanique des milieux continus, tu te souviens ceux qui ont eu la chance d'avoir mécanique des fluides, quand tu as des équations avec des termes de divergence, ça vient de termes frontières. Et donc tu obtiens in fine normal fois le gradient de U fois U chapeau. Comme on a dit en plus que U chapeau s'annulait sur la frontière dirichlienne et qu'on sait que la dérivée normale est donnée sur la partie neumannienne, on a donc petit g à la fin. Et ça, en appliquant ce que j'ai obtenu ici, je peux écrire maintenant que la formulation forte peut s'écrire sous la forme presque équivalente de la formulation faible. La formulation faible, c'est ce qui est écrit au centre. Maintenant, je vais rechercher un problème, un petit u, appartenant à un espace grand U que j'ai défini, tel que le gradient de U chapeau point A grade de U est égal à deux termes, le terme source et le terme qui vient des conditions naturelles. C'est ce que j'appelle la formulation faible. Notez bien que pourquoi on a une formulation forte et une formulation faible, c'est que ce n'est pas exactement la même chose. Pour passer de la formulation faible à la formulation forte, il y a des hypothèses. La formulation forte est plus exigeante sur le U qu'on peut avoir comme solution. Le U qu'on peut avoir comme solution dans la formulation forte n'est pas le même. Il doit être plus régulier. Typiquement, il faut qu'il soit deux fois dérivable. Dans la formulation faible, on a besoin seulement d'une fonction qui est une fois dérivable. Oui, on doit être capable de calculer l'intégrale. Donc elle ne peut pas être tout à fait quelconque. Mais c'est une formulation qui est plus large. On va voir ça la semaine prochaine, que cette formulation, c'est la formulation qui a le plus de sens physique. C'est cette formulation faible. La formulation faible, elle admet des solutions supplémentaires. Donc il y a des solutions qui ne sont pas celles de la formulation forte. C'est pourquoi, regarde bien ici, ce n'est pas strictement équivalent. Regarde ce que j'ai indiqué ici. Si de la formulation forte, je peux déduire la formulation faible, de la formulation faible, je ne peux pas systématiquement déduire la formulation forte. Il y a des solutions de la formulation faible qui ne satisfont pas à la formulation forte. Bien comprendre qu'il y a plus de solutions possibles dans la formulation faible que de solutions possibles dans la formulation forte. La formulation faible est plus faible, elle est plus laxiste, et donc certains candidats solutions, certaines solutions vont être admises dans la formulation faible qui ne seront pas admises dans la formulation forte. Ok? Et l'intérêt de la formulation faible, c'est qu'on peut maintenant l'écrire sous la forme d'un problème de minimisation. C'est la troisième chose. Donc, tu vois, j'ai défini une formulation faible en introduisant des formes A et B qui sont des formes bilinéaires et linéaires. Oh, ça commence à devenir un peu compliqué. Et tu vois, le problème de minimisation, lui, il introduit une fonctionnelle J de V. Oh, ça c'est compliqué, compliqué. Allez, dans le tout dernier podcast, on va montrer que la formulation faible et la formulation problème de minimisation sont équivalents.
Reste à l'écoute, on va faire ça juste après.